C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Virus. Nous entamons tout de suite l'émission avec une petite chronique voisinage. Plus personne n'a envie de continuer à jouer cette mascarade. C'est avec ces propos étonnants que commence ma conversation avec ma voisine. Ma voisine, c'est une vieille chieuse d'une quarantaine d'années. En temps normal, c'est elle qui appelle les flics à 22h01 pour tapage nocturne ou qui vous défonce parce que vous avez mis un emballage en carton dans la poubelle verte. Vous voyez de qui je veux parler, on a tous une voisine chiante comme celle-ci. Au début du confinement, en bonne Charlie qu'elle est, elle était la plus scrupuleuse à faire respecter les règles. Elle a mis un mot dans l'escalier pour organiser la vie de l'immeuble en pensant qu'elle participait à l'effort de guerre. Elle a engueulé le bon Camerounais analphabète du ménage parce qu'il ne portait ni masque ni gants. Elle faisait des descentes chez les gens suspects de ne pas respecter les règles. Gare à vous si vous aviez du monde chez vous. C'était évidemment la première à applaudir religieusement les soignants à 20h et certainement à noter qui ne le faisait pas dans l'immeuble. Elle avait décidé de sortir le moins possible pour éviter la propagation. Un plein de courses par semaine et une sortie d'1 heure par jour à 22h emmitouflée comme si elle se baladait sur la lune. Hier, en cette belle journée ensoleillée, je tombe dessus par hasard près du Luco. Posée sur un banc, elle prend le soleil en bouquinant un Anna Gavalda. Petite tenue d'été, pas de masque, pas de gants. Je la salue, elle me reconnaît. Pas compliqué, je suis depuis des années sur sa liste noire des mauvais citoyens de l'immeuble. Et là, patatras, elle qui ne m'avait jamais dit un truc gentil est tout sourire avec moi. Elle me demande de mes nouvelles et me confie qu'elle en a marre qu'on la prenne pour une conne. Comment cette bonne ménagère centriste, toujours du bon côté de l'histoire, en est arrivée là? Elle me déblatère une diatribe anti-État qui ferait passer Ted Kaczynski pour un enfant de cœur. Oui, on se fout de notre gueule, l'État nous cache sa propre faillite, les journalistes sont des mange-merdes serviles, cette maladie est un complot pour cacher une crise économique, les Chinois sont en train de nous la mettre, etc., etc. Ce qui l'a fait tilter, la brave ménagère, c'est d'observer sa fenêtre. Depuis le début du confinement, elle passe sa journée à calculer la densité de population dans la rue. Elle était contente, voire fière, de voir des équipages de police contrôler les quelques resquilleurs. Limite, ils étaient trop tièdes, et au lieu de 135 balles d'amende, il fallait rouvrir Cayenne. Sauf que des flics, elle n'en voit plus. Et comme les autres habitants du quartier n'en voient plus non plus, tout le monde recommence à sortir et à s'en battre les couilles du confinement. Elle a fait un rapide calcul en se disant que si la foule augmente, mais pas le nombre de cas, c'est que c'est un complot et que cette maladie n'est pas aussi mortelle que ce que dit la presse. C'est aussi con que ça, la servilité volontaire. Elle veut bien tout avaler, mais il faut une belle mise en scène. Me baladant plus qu'elle dans tout Paris, pour le boulot, je ne peux pas lui donner tort. Les flics, ça fait longtemps qu'ils ont décroché. Au début, eux aussi y avaient cru. On leur avait vendu une guerre où ils se couvriraient de gloire en empêchant la mort de collecter son tribut. En fait de guerre, ils se sont retrouvés à contrôler des attestations bidons où tout à chacun écrit ce qu'il veut et qu'ils n'ont aucun moyen de vérifier. À part 2-3 chiens zélés du pouvoir qui vont casser les couilles à de pauvres curés sans défense, la majorité des flics a arrêté les contrôles. On les croise toujours, mais ils s'en branlent et préfèrent eux aussi prendre le soleil en attendant que ça se passe. Ils espéraient que le nouveau hocher de la guerre en banlieue commence, mais là encore, on leur demande de rester armes aux pieds. Du coup, les flics, comme ma voisine, n'ont plus du tout envie de jouer à cette mascarade. Retrouvons les actualités du jour. L'actualité de ce vendredi 24 avril. Solidarité. Le groupe PSA s'est associé avec Air Liquide pour produire des respirateurs en urgence. Ils en ont déjà livré 8500. Mais hélas, ils sont inutilisables. Mal calibrés, ils risquent de tuer un patient en 3 jours. Un bon point pour l'intention ? Planète. Le Covid aura mis en évidence la part humaine dans la pollution, majoritairement causée par la mondialisation et les flux de personnes et de marchandises. Le MEDEF, toujours dans l'anticipation, demande un moratoire sur les décisions environnementales. Bah oui, on a mis la planète en pause, on peut bien attendre pour faire un effort, non ? Aîné. Le Canard enchaîné révèle l'existence d'une circulaire de l'État qui demande de limiter l'admission en soins des personnes âgées. Suite à sa réception, leur présence en soins intensifs a drastiquement diminué. Nos anciens ne sont clairement pas la priorité de la Startup Nation. On comprend que la réforme des retraites puisse désormais être mise en pause. Investissement. Après Corian, c'est au tour de Demousvi de faire dans la charité.
Dans un EHPAD de Toulouse, 2 infirmiers ont été mis à pied. Ils avaient révélé que les résidents avaient des diarrhées et qu'ils n'avaient pas de masque en stock. Encore une action qui va bien se porter en bourse sur le dos de nos grands-parents. 11 mai. Le gouvernement continue son slalom. Le président annonce, le Premier ministre découvre, le ministre de l'Éducation improvise, le Premier ministre revient sur les décisions. À ce jour, le gouvernement se dirige vers un déconfinement national avec une part de souplesse régionale, des masques obligatoires dans les transports en commun et qu'on pourra se procurer en bureau de tabac, des déplacements entre régions autorisés et un retour à l'école sur la base du volontariat. On attend la prochaine mise à jour. Connard. Les spécialistes en plateau continuent leur perle. Alain Duhamel se réjouit de l'anxiété des Français, car comme ça, au moins, ils vont bien se tenir. Politique de la peur classique, mais ça fonctionne toujours. Christophe Barbier, quant à lui, souligne le surpoids des interprètes en langue des signes de Salomon lors de ses points presse, et se réjouit que ces pauvres créatures fragiles puissent travailler. Europe. Emmanuel Macron a déclaré hier vouloir créer une souveraineté européenne pour être moins dépendant du reste du monde. Je suis perplexe, j'ai toujours appris que l'Europe permettait d'être fort dans le monde parce que la France c'est tout nul tout seul. Il va falloir reprendre les manuels d'éducation civique. Égalité. Le directeur du cabinet de Christophe Castaner est infecté par le coronavirus. Le ministère a donc fait désinfecter les bureaux. La fameuse désinfection inutile et dangereuse d'après le gouvernement. Gouvernement qui a cependant en grand secret fait désinfecter l'Élysée, l'Assemblée et le Sénat au début de la crise. Exemplarité quand tu nous tiens. Presse. Facebook et Twitter sont à fond dans la censure au nom de la liberté et de la vérité, sans grande surprise. YouTube s'y met et réfléchit à supprimer toutes les vidéos qui parlent d'options médicales non validées par l'OMS. Quand ils vont bloquer le Dr Raoult, ça va être drôle. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Premier point politique, c'est un piège à con. Faut-il déifier les élections ou au contraire les craindre comme la peste ? Si, comme le disait Léon Daudet, 1000 imbéciles n'ont jamais fait un intelligent, il serait stupide, surtout en cette époque où l'élection était érigée au rang de totem, de mépriser ce mode d'expression. Paradoxalement, l'élection devient pour les populations un droit inaliénable et intouchable au moment où l'abstention atteint des sommets et où jamais les politiques n'ont été, de l'aveu de tous, aussi incompétents, tous, sans exception. Dans un premier temps, il faut définir le champ d'action de l'élection. Consulter tout ou partie du peuple sur un sujet mal défini ou sur des thèmes mal connus ou complexes rend l'élection non seulement inepte, mais surtout dangereuse parce que prétend le flanc à toute forme de démagogie et de manipulation. Dans la vraie vie, ce n'est pas nécessairement la vérité qui triomphe, et le slogan absurde disant que notre force est d'avoir raison est faux. On n'est pas fort parce qu'on a raison, en politique on a raison parce qu'on est fort. Ainsi, dans un monde idéal, l'élection est encadrée par la légitimité de ceux qui sont appelés à voter. Ce n'est pas si extravagant que cela. On le voit tous les jours dans le milieu professionnel, dans l'élection des représentants du personnel par exemple, ou dans certaines formes d'associations, comme les SCOP, où ce sont les sociétaires qui élisent le conseil d'administration et votent les grandes décisions dans la gestion de l'entreprise. C'est aussi le suffrage qui existe actuellement au sein des communes. L'élection des maires est un vote juste et légitime, même nécessaire, quand il n'est pas trop pollué par le jeu des partis qui brouillent volontairement les enjeux pour en faire un plébiscite. L'intérêt des élections à l'échelon local permet de faire campagne sur des choses concrètes et tangibles, les impôts, la voirie, la police, les écoles, des choses normalement quantifiables qui permettent à chacun des candidats de pouvoir justifier d'un bilan en début et en fin de mandat. Si le scrutin n'est pas perverti ou manipulé, ça sera normalement le meilleur qui gagnera, ou tout au moins, celui qui représentera les souhaits et les projets de la majorité de la population. La civilité, et le cas échéant le rôle d'une opposition constructive, permettant normalement une gestion raisonnable et raisonnée de la ville. L'enjeu nouveau des mégalopoles aujourd'hui, réunissant des millions d'habitants, brouille un peu cette analyse idyllique de l'élection. Il est probable qu'une redéfinition des représentations comme des pouvoirs doive être réfléchie, afin de permettre à la fois d'éviter au maximum la démagogie possible par le trop grand éloignement entre le candidat et son électeur, comme de la corruption par le brassage excessif de pouvoir et d'argent sans contrôle et contre-pouvoir sérieux. L'élection est valable quand elle concourt au bien commun et que les électeurs votent pour les choses qui les concernent, dont ils ont une expérience concrète, et que le fruit de cette élection ne risque pas a priori de compromettre de manière irrémédiable l'avenir. Par exemple, la construction d'un stade de football dispendieux pour la commune qui grèverait les budgets de la commune pour 50 ans. L'élection n'est cependant pas un talisman contre la bêtise ni contre l'erreur.
Ce n'est pas parce qu'une loi a été votée qu'elle est forcément juste, ni un candidat élu par une majorité écrasante qu'il agira correctement. La légitimité d'un pouvoir est nécessairement liée au fait qu'il concourt ou non au bien commun. Il est possible que cette lecture soit rendue difficile dans l'instant, mais en dernier lieu, c'est le bien commun qui doit primer, pas le nombre de partisans de telle ou telle mesure ou réforme. Un certain nombre de lois mauvaises sont votées régulièrement et avec une majorité confortable. La vérité, la justice et la démocratie sont des éléments totalement indépendants qui ne sont pas et ne seront jamais sur le même plan. Si l'élection est un moyen de gouvernance tout à fait légitime quand il est bien utilisé, il est dangereux de s'enfermer dans l'illusion démocratique. La vérité dictée par le peuple, le bon sens populaire, ou même la croyance simplement en la majorité silencieuse qui un jour, prenant le pouvoir, ferait enfin régner la justice, est une dangereuse illusion. Si le slogan « Nous sommes le peuple » est un cri permettant de mettre à mal la prétention de la légitimité démocratique du gouvernement, il ne reste qu'un slogan. Quand bien même l'écrasante majorité de la population serait hostile à une vérité politique fondamentale, elle n'en reste pas moins une vérité à défendre selon les critères de prudence, d'à-propos et de nécessité du moment, mais vérité tout de même. Au-delà de l'élection, qui n'est qu'un moyen, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. La vérité est éternelle, comme la loi de la physique, et n'a aucun lien avec les souhaits des hommes. Chronique cinéma. La petite souris Célestine rêve de devenir amie avec un ours. Tout le monde lui dit que les ours sont des êtres dangereux, mais elle y croit dur comme fer, il est possible de s'entendre avec eux. De son côté, Ernest est un ours reclus, rejeté de tous. Et c'est en fouillant dans une poubelle qu'il va faire la rencontre de Célestine. Ernest et Célestine est un dessin animé français sorti en 2012 créé par Benjamin René, Vincent Patard et Stéphane Aubier, qui sont des auteurs français ayant travaillé dans le dessin animé ou la bande dessinée. Pourquoi voir Ernest et Célestine ? Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de dessin animé, on pense tout de suite à Disney, Pixar, DreamWorks et autres productions américaines. Les plus connaisseurs d'entre vous penseront sûrement au studio japonais Ghibli, avec notamment l'immense Miyazaki. Pourtant, il faut dire que nous avons la chance en France d'avoir des dessins animés de qualité, aussi beaux dans la forme que dans le fond. Ernest et Célestine représentent selon moi parfaitement le dessin animé français d'aujourd'hui. C'est un beau dessin animé fait à la main. Pas d'image de synthèse donc, tout le charme réside dans le style très beau et pur du dessin artisanal. L'univers de ce dessin animé fonctionne assez simplement avec le monde d'en haut, celui des ours, et le monde d'en bas, celui des souris. Ces deux mondes sont en conflit puisque les ours chassent toutes les souris qui s'aventurent dans leur maison, et puisque les souris alimentent la peur de l'ours dès le plus jeune âge de leur côté. Le personnage de Célestine vient casser les codes établis par la société des souris. Elle est tellement curieuse qu'elle tente d'aller à la rencontre des ours à maintes reprises. Elle, considérée comme étant une anomalie pour le monde des souris, va se lier d'amitié avec un ours clochard. Une amitié qui est donc impossible. Et toutes ces aventures vont nous permettre de découvrir un monde extrêmement riche. En effet, l'univers créé fourmille d'idées plus créatives les unes que les autres avec différentes inspirations. On est face à deux mondes calqués sur la France des années 50 au niveau de l'architecture, des habits, du style de vie, etc. Mais on a aussi des inspirations vers le cinéma allemand des années 20 avec des références à Metropolis de Fritz Lang, notamment par le concept du monde d'en haut et monde d'en bas, ou Nosferatu de Murnau. Dans le style du dessin, on a un mélange entre le dessin français classique, donc à l'ancienne, et l'animation japonaise à la Miyazaki. Et toutes ces inspirations nous offrent un univers très poétique, à la fois drôle et touchant. On ne cherche pas à faire dans le mignon grotesque comme peut le faire Disney avec des personnages avec des yeux énormes. En fait, on peut dire que ce dessin animé ne va jamais dans la facilité. Vous serez surpris de voir la créativité dont il fait preuve. Je vous conseille donc fortement de regarder ce dessin animé français, et surtout de vous pencher sur l'animation française. Il serait dommage de nourrir nos enfants d'animation américaine exclusivement, quand notre pays a ses propres productions. Poursuivons en musique. Dans un premier temps, nous verrons comment couper du bois. Ensuite, je vous apprendrai à allumer un feu. C'est ainsi que le rappeur Zippo décrit son travail et sa volonté de réveiller ses concitoyens de leur torpeur mortifère. Zippo, 33 ans, originaire de Nice, est un ovni du rap français. Si vous aimez le gros rap de Tess ou le bling, passez votre chemin. Zippo fait partie des intellos du rap game. Technosceptique, survivaliste, il est adepte de la philosophie et de la littérature. Ses inspirations ne sont pas NTM ou Booba, mais Earthjunger et son recours aux forêts, Ted Kaczynski pour sa critique de la techno, ou Henri David Thoreau pour la simplicité volontaire. La prochaine fois qu'un journaliste malingre vous dira que le rap est un art d'analphabète, éteignez votre télé. Son album nous embarque sur un grand 8 posé sur une planète en flammes.
En haut, les marchands du temple s'amusent et se préparent à s'enfuir dans une fusée d'Elon Musk. En bas, il y a nous, les humains, qui pensons que nous sommes libres alors qu'on finit de nous mettre les dernières chaînes de l'esclavage. On s'en est farci 10 siècles. Maintenant ils ont des intelligences artificielles affairées dans des bails de holding. Ils rêvent tous d'accéder au mind uploading. Toi t'es là à regarder tes droits qui s'envolent, à désespérer de voir les gens qui s'en cognent. Mais les types te consolent et remplissent ta gamelle. Leur technique de contrôle ferait rougir Machiavel. C'est fou ce qu'on peut faire avec des caméras. Ça n'empêche pas les drames et les gens ça les calme. Des corps formels ou des corps mortels évoluent comme dans un livre de George Orwell. Tu sais pas dans quel monde vivaient tes grands-parents. Tu vis entre des murs qui deviennent transparents. T'as des trous de mémoire, Wikipédia, colmate, mais t'as aucune idée de ce que c'est qu'une tomate. Et tu peux pas regretter ce que t'as pas connu. Tu vas pas remonter à contresens la cohue. Donc tu cherches ton rôle dans ce grand spectacle qui t'a persuadé que t'es respectable. Avant d'apprendre à penser, les gens plongent dans la normalité d'un torrent de mensonges où la vie ne sert plus qu'à fournir des idées pour nourrir la vitrine d'un fil d'actualité. Plus de petites ruelles, se voient rapide tunnel. Ça va vite, ça va vivre dans le virtuel. On n'arrête pas le progrès, ouais c'est ça le slogan. Dans sa nouvelle voiture, papa lâche le volant. Mais pas de panique, de nouveaux robots rappliquent. L'humanité est en pilote automatique et tout le monde trouve ça cool. Des US à la Chine, la foule s'agenouille au pied de la machine. T'es juste une variable, piégée dans l'immonde où les supercalculateurs jouent au ping-pong à coups de milliards de dollars. Des voleurs en délire s'en donnent à cœur joie qui t'a dealé de la douleur. Un jour, ça fera patatras et dans leur bunker, ils boufferont de la Batavia. Mais toi si t'as pas plein de thunes et bah t'as qu'à te faire à l'idée que tu seras pas le bienvenu à Gattaca. Et tu fixes l'horizon bêtement en tenant ton ticket d'euro million perdant. Tu te vois bien dans 3-4 ans à la campagne, mais t'as pas d'argent, pas d'avantage. Avant toi y'a tant de gars qui attendent à la banque. Sachant ça t'attends pas à ce qu'il y ait moins d'attentats maintenant. Alarmant de voir la France à l'avant-garde qui dévale la pente à plat ventre. Paf, soit vivons nos vies légumineuses, éclairées aux lampadaires et sans idées lumineuses. Allons rejoindre ces foules en bad trip qui pique-niquent le samedi sur la pelouse en plastique. Mais gardons le sourire, n'ayons pas l'air suspect. Si tu joues le jeu, t'auras peut-être un salaire super. Alors tu diras au revoir à l'autostop et à toi sera le monde en low cost. Hop hop, monte dans l'avion et va plutôt au nord. Ailleurs niveau chaleur, on n'est plus trop aux normes. S'agit de préférer la Suède au Mexique tant qu'il reste des bonhommes de neige anorexiques. Si t'avais du flair, t'aurais senti la fleur de l'âge. T'aurais dû faire vendeur de ventilateur. Ce sera pour une autre vie ou pour une autre dystopie potentielle qui sera dépourvue d'autres pluies. Trop d'ultraviolet, faut que t'achètes une clim. Déjà que tu te fais violer par des particules fines. Et même si t'y travailles, t'as pas le prix d'usine. Donc pour remplir ton panier chez Darty tu trimes. La suite du film, ça sera pas comme au cinoche, mais qu'elles sont peut-être déjà coupées tes 6 planches. C'est sur un tissu de mensonges qui s'effiloche que t'es prié de bien vouloir mourir le dimanche. Tu te poses des questions, mais pour y répondre y'a que le bruit d'une civilisation qui s'effondre et les discours enflammés des technoprophètes sans personne qui puisse arrêter le chronomètre. C'est assez tragique, y a pas débat puisqu'on sauvera pas le monde avec des mathématiques. Mais les dés furent jetés quand nos parents choisirent de nous apprendre à compter avant d'apprendre à lire. Et les gens préfèrent les dealers d'espoir qui leur laissent croire qu'ils écrivent leur histoire. Vous serez jamais libre, alors aimez vos chaînes et allez donc danser sous ces éoliennes. La nouvelle croissance, elle est belle, elle est green. Perpétrer des crimes, récupérer des primes. Les panneaux solaires, c'est pas trop cher. Ça coûtera juste une ou deux calottes polaires. Mais personne veut retourner à la bougie, même si ça faisait quand même près de 300 000 ans qu'il y avait des êtres humains qui jouaient à la toupie sur une planète où ça se passait tranquillement. Et maintenant les gens sont piégés dans des villes. Ils ont troqué leurs terres contre les étalages de ces supermarchés complètement débiles où on vend de l'amorce ou de beaux emballages. Et revelà l'été, merde cette année c'est nul. T'as même pas eu le temps de déplier tes pulls. Ça t'évitera d'avoir à lire les petits textes d'appel à l'aide brodés sur l'étiquette. La violence aussi ça se délocalise. Mais toi t'es pacifique, tu le cries sur les toits pour faire de l'humanitaire. Tu prépares tes valises fabriquées par des gosses qui s'esquintent les doigts. Tu veux des enfants mais c'est décourageant. Tous les prénoms sont déjà pris par des ouragans. Les problèmes arrivent dans l'ordre alphabétique. Ça se passe comme sur des roulettes de paraplégiques. J'ai pas envie de cracher dans le dos de ceux qui savent faire à brandir la paix comme des handicapés mentaux. Je pense qu'il s'avère qu'ils peuvent sentir la merde dans laquelle on s'est mis au lieu de mentir à des fantômes.
T'es bientôt Fanny sous le baby, ta vie c'est un selfie pris devant un tsunami. Mais tout va très bien, disent les gens qui profitent d'un monde où les abeilles sont sous antibiotiques. Impuissants, tu les vois se faire un paquet de pognon. T'as les yeux qui piquent même si c'est pas tes oignons. Tu peux pas demander de penser le changement à ceux qui veulent se contenter de changer le pansement. Ces gens-là sont convaincus qu'ils nous vaincront. Fallait pas prendre tête Kaczynski pour un con. Quand tu t'endors, y a des robots qui s'agitent dans les laboratoires de Boston Dynamics. Ça va se compliquer dans la rue, mec, y aura bientôt des super flics et des super soldats. Ouais, les hommes de demain auront des autres crevettes, mais feront les malins dans des exosquelettes. Alors tu regretteras de pas t'être battu plus tôt. T'auras des privilèges que si t'as eu du beau. Sinon tu seras pisté même pour des idées. T'essaieras d'arracher ta puce RFID, mais t'allumeras l'iPhone en disant c'est fini. Et puis tu discuteras un peu avec Siri, et tu lui demanderas comment les êtres humains ont arrêté d'être libres pour devenir des putains. Désolé, je ne comprends pas votre question. Et nous repassons à la politique. On dit souvent que l'homme est un animal social, mais ce n'est pas assez. Il y a des animaux qui vivent en société, par exemple les abeilles ou les fourmis. Mais les abeilles ou les fourmis sont soumises à des règles qu'elles n'ont pas choisies et qu'elles ne peuvent pas changer. L'homme, lui, a la capacité de déterminer les règles qui vont régir la cité à laquelle il appartient. Il faut donc dire que l'homme est un animal politique, ce qui est la version courte d'animal sociable capable de déterminer ses propres lois. La vie humaine est donc forcément politique. Ce serait renier sa nature que de tenter l'option de l'apolitisme. Il n'est même pas ici question d'engagement personnel, seulement d'une posture. L'apolitisme conduit au contrôle politique de l'individu par ses ennemis et fait de l'homme un infirme que l'on dirige où l'on veut qu'il aille. La vie réelle n'est pas politiquement neutre, et il n'y a pas de non-alignement ni d'attentisme en politique. Nous connaissons tous quelqu'un qui dit, l'air plus intelligent que tout le monde, que la politique, ça ne sert à rien. À première vue, on est d'accord, car on pense qu'il parle des hommes politiques, des partis, des élections. On pourrait alors comprendre qu'il soit désabusé. Mais non, il dit juste que de toute façon, lui, il a sa maison, une résidence secondaire, une bonne école pour ses enfants, et que donc il ne voit pas pourquoi il devrait réfléchir aux problèmes de la cité. Mais comptez sur lui pour râler si les gilets jaunes viennent l'empêcher de faire ses courses. Pauvre gueux. Les hommes, contrairement aux animaux, vivent dans des cités dont les lois varient d'une nation à l'autre, d'une région à une autre. En ce sens donc, la société des hommes est plus qu'une société, elle est une société politique. Et l'homme est plus qu'un animal social, c'est un animal politique, nous l'avons dit. Le développement de la contestation moderne de l'autorité politique a conduit au mythe individualiste, comme si, politiquement, l'homme était d'abord un individu. Face à l'individualisme libéral, la pensée antilibérale affirme le primat de la nature politique de l'homme sur sa réalisation individuelle. Le mythe individualiste ne peut pas détruire entièrement la nature politique de l'homme, mais il peut cependant la défigurer et confisquer ce qui reste d'organisation politique au profit de ceux qui dirigent le mythe individualiste. L'individu, noyé dans la masse, croit alors qu'il est fort et libre, alors qu'il est dans une forme nouvelle d'esclavage. L'impuissance et l'abandon viennent de l'ampleur de la tâche. Quand on est lucide sur le niveau de notre pays et le chantier à mener, on peut être tenté de laisser tomber et de se réfugier dans son confort personnel en pensant être libre, tranquille et à l'abri. Il n'en est rien. Une telle attitude est tout d'abord une déchéance de la nature humaine. Elle est également une illusion sur la liberté. Alors que l'actualité parle de surveillance, de tracking sous prétexte sanitaire, et que la population reste précisément sagement chez elle en se parant d'altruisme, n'oublions pas que notre fameux état de droit, garant de nos libertés, fait bien attention à garder le vernis en détruisant l'intérieur. Si l'État peut suspendre nos droits parce qu'il pense qu'il y a une crise, alors ce ne sont plus des droits mais des autorisations, et nous ne sommes pas libres.
L'individualisme est la destruction de notre instinct politique, et par là une attaque contre la nature humaine. Alors, engage-toi, reprends les bonnes idées de Radiovirus et prends la ferme résolution de ne plus te laisser crever à la fin du confinement. Que dis-je ? De ne plus te laisser crever aujourd'hui, tout de suite. Ce bouquin qui prend la poussière sur ton étagère te tend les bras. Cinéma toujours, dans la rubrique culturelle. Des cascades minimalistes, des courses-poursuites en DS, des bastons rythmés par des bons gros bourre-pifs. Vous ne voyez pas de qui je vais parler ? Et si je vous dis un acteur qui draguait des filles sur la plage sous les bons conseils d'Aldo Macione dans L'aventure c'est l'aventure. Et puis il y a aussi un taxi pour Tobruk, 100 000 $ au soleil. Et si je vous dis encore les tontons flingueurs ? Ça serait trop facile. Vous avez deviné ? Voici Lino Ventura. Ce grand acteur a le physique et le caractère qui tiennent dans ses 4 lettres, un bloc. Concernant la biographie du bonhomme, cet Italien, ancien champion d'Europe de lutte, a grandi à Paris. Blessé lors d'un combat, il arrête et se reconvertit dans leur organisation avant d'être connu pour un rôle. C'est en 1953, tout à fait par hasard, de ses amis parlent de lui au réalisateur Jacques Becker, qui cherchait un Italien pour jouer face à Jean Gabin dans son film « Touchez pas au Grisby ». La rencontre se fait, et Jacques Becker lui propose illico le rôle d'Angelo, que Lino refusera dans un premier temps. Cette rencontre, c'est aussi un coup de cœur de Lino pour Jean Gabin, avec qui il devient grand ami. De plus, il est adopté par le public grâce à sa carrure, sa gueule et son exceptionnel naturel de comédien qui font de lui l'interprète idéal du film noir, du truand et du policier dur à cuire au grand cœur. L'immense affection mêlée de respect qu'il inspirait à ses proches fut en effet progressivement partagée par le public et lui permit d'occuper dans le cœur des foules une place équivalente à celle de Gabin. Partenaire de nouveau pour Razzia sur la Schnouf, l'ombre tutélaire de Gabin ne le quitta pas, à tel point qu'on lui reprocha souvent à son tour de gabaniser. Sans avoir pris de cours de comédie et réticent à ce genre de film dans un premier temps, il va rapidement gravir les échelons. Il est tout d'abord acteur de complément, puis accède rapidement au premier rôle, son jeu d'acteur s'affinant. Il côtoie tout au long de sa carrière Léo Diard, Delon, Ennio Morricone, Jacques Brel, j'en passe et des meilleurs. Il devient l'un des poids lourds du cinéma hexagonal et restera à tout jamais reconnu comme l'un des meilleurs acteurs du cinéma français. Père de 4 enfants, dont une petite fille handicapée, il fut le fondateur avec sa femme Odette de l'association Perce-Neige, destinée à venir en aide aux personnes handicapées mentales. Ça, c'était le côté social de la biographie. Je vous laisse maintenant sur un extrait qui vous inspirera, j'en suis sûr, dans cette période de confinement. Ici à mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Et la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser. Petite balade en ville pour la visite du jour. Je vous emmène aujourd'hui à Paris, ex-plus belle ville du monde. Plus précisément, place des Vosges, dans le Marais. Cette superbe place, la plus vieille ordonnancée de Paris, a été construite à partir de 1605 à la place de l'ancien hôtel de Tournelle de sinistre mémoire. En effet, c'est là que le roi Henri II, lors d'un tournoi donné en l'honneur du mariage de sa fille, Élisabeth, avec Philippe II d'Espagne, trouve la mort. Alors qu'il s'adonne à son jeu favori, la lance tenue par le capitaine de sa garde écossaise, Gabriel de Montgomery, et fragilisée par la joute précédente, se brise, glisse dans le casque du roi, et lui transperce l'œil et le cerveau. Le roi décède dans d'affreuses souffrances, et l'hôtel gardera une réputation de schkoumoun qui participera à la volonté de faire table rase. La place est conçue par Louis Métézeau, son frère Clément à la même époque, et érige dans le même style à Charleville-Mézières la place Ducal. Henri IV confie la construction aux architectes Jacques Androuet du Cerceau et Claude de Châtillon. Elle est terminée en 1612 et présente une place carrée, entourée d'arcades en pierre et de façades en briques et pierres de taille d'angle sur 2 niveaux, avec fenêtres à petits carreaux, et 2 étages de combles en ardoise. La place nous est parvenue intacte jusqu'à aujourd'hui, sans ajout ultérieur la dénaturant, et c'est heureux. Comme elle est classée monument historique, on peut espérer que ça durera, même si le précédent de la Samaritaine sur la rue de Rivoli montre que malheureusement, dans ce bas monde, rien n'est acquis.
Les façades sont toutes identiques, et découpées en 36 pavillons de 4 arcades chacune, qui font autant d'hôtels particuliers, et ce, à l'exception des 2 pavillons du roi au sud, et celui de la reine au nord, qui se font face. Le pavillon du roi étant le plus haut, évidemment. La place sera inaugurée pour les fiançailles de Louis XIII et Anne d'Autriche. Les hôtels se construiront peu à peu derrière les façades, et verront défiler à travers le temps des personnages plus ou moins illustres, ou plus ou moins recommandables, allant de Bossuet à Jacques Lang, en passant par Victor Hugo, dont une partie de la maison se visite, Alphonse Daudet, Francis Blanche ou Madame de Sévigné, à chaque époque ces grands hommes. À l'endroit de ce qui n'était au départ qu'une grande place sableuse permettant parades et duels, un square ombragé aux pelouses verdoyantes et aux fontaines taries selon la nouvelle tradition parisienne. C'est un point d'étape idéal de flânerie lors des chaudes journées d'été, dans le square ou sous les arcades où il n'y a malheureusement plus énormément de vraies boutiques. Quelques restaurants, dont un triple étoilé l'Ambroise au numéro 9, une ou deux galeries d'art. À côté du 9 justement, vous pourrez vous échapper de la place pour vous retrouver dans la deuxième cour du superbe hôtel de Sully, devenu le siège du Centre des Monuments Nationaux. L'histoire de l'hôtel de Sully, précurseur dans les restaurations et remises en valeur des hôtels particuliers du Marais, nous rappelle qu'il fut une époque où tous ces superbes bâtiments, délaissés par leurs propriétaires d'origine, furent transformés en ateliers. Ainsi, en 1900, de multiples petites entreprises occupaient l'hôtel de Sully, fabricants de pianos, d'encre, miroitiers. Ce n'est qu'à partir des années 50 et sous l'impulsion entre autres d'André Malraux, que le quartier subit une politique de réhabilitation, souvent heureuse, mais parfois radicale. Mais ça, c'est une autre histoire. Et nous continuons sur notre lancée poétique. Petit instant de poésie avec un poème de Victor Hugo. Il n'a produit aucune série Netflix, mais il a écrit de jolis poèmes au XIXe siècle, et notamment L'Enfant, paru en juillet 1828 dans le recueil Les Orientales, et qui nous raconte, ou plutôt qui, à travers la voix d'un enfant, exprime toute la douleur des Grecs de l'île de Chios après le massacre de cette île en avril 1822. Les Turcs ont ordonné de tuer tous les hommes de plus de 12 ans, toutes les femmes de plus de 40 ans, tous les enfants de moins de 2 ans, et a ordonné à ses soldats de réduire en esclavage tout le reste de la population. Le bilan total est estimé entre 25 000 et 50 000 morts. On parle de 10 000 personnes qui se seraient enfuies. En réalité, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, ce massacre a provoqué un grand émoi dans la population. Un correspondant anglais de l'époque qui a visité l'île après le massacre nous raconte que le village le plus peuplé de Chios comptait seulement 12 habitants après le passage des Turcs. Tous les oliviers, d'autres arbres qui faisaient la seule et unique richesse des habitants de l'île ont été déracinés, détruits, brûlés, quand on sait qu'il faut 80 ans à un olivier pour donner le maximum de sa production. On mesure là le massacre total, pas seulement humain, mais aussi social, culturel, le véritable génocide qui a été perpétré par les Turcs à Chios en avril 1822. Voici le poème de Victor Hugo, L'Enfant. Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. Chios, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Chios, qu'ombrageaient les charmilles. Chios, qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir, quelquefois, un cœur dansant de jeunes filles. Tout est désert, mais non. Seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humilié. Il avait pour asile, il avait pour appui, une blanche aubépine, une fleur comme lui, dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux, hélas pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus, comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde, que veux-tu? Bel enfant, que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent éparses autour de ton beau front, comme les feuilles sur le sol? Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux? Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, qui, d'Iran, borde le puits sombre? Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand qu'un cheval au galop met, toujours en courant, 100 ans à sortir de son ombre? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois, qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu? Fleurs, beaux fruits, ou l'oiseau merveilleux? Ami,
dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus. Je veux de la poudre et des balles. Passons à l'éphéméride du jour. Éphéméride du 24 avril. Dans la série, les pays européens se libèrent du jour ottoman, je demande la Serbie. Après une première révolte commencée en 1804 et matée par les Turcs en 1813, la plupart des chefs indépendantistes s'étaient rendus compte de la précocité fatale de leur entreprise. Après s'être constitués prisonniers, certains furent exécutés et d'autres replacés à des postes d'importance. C'est le cas de Miloš Obrenović. Nous retrouvons ce dernier 2 ans plus tard, le 24 avril 1815, lors du Conseil national des Serbes, où il est proclamé chef de la seconde insurrection. Il s'exclama à ce moment « Je suis présent, vous êtes présents, faisons la guerre aux Turcs ». Après plusieurs affrontements, les Serbes se rendirent maîtres du Pachalik de Belgrade. Ils négocièrent par la suite la création d'une principauté semi-indépendante sous tutorat ottoman. C'est par le traité de Berlin en 1878 que la Serbie acquit finalement sa totale indépendance et devint un royaume. On vous l'a dit, redit et redit. Chez Radio Virus, on aime la bagarre, mais pas que. Dans notre petit cœur, il y a de la place aussi, mais pas trop, pour l'amour. Parce que l'amour, en fait, c'est gentil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons célébrer avec vous cet amour. Le 24 avril 1854, Elisabeth de Wittelsbach, alias Sissi, épouse l'empereur d'Autriche, François-Joseph Ier. Oh, Franz, mon amour. Bien évidemment, d'amour, il n'en était pas question. Sissi s'évertua toute sa vie à fuir la cour et ses obligations. Elle mourut ainsi assassinée à Genève. En parlant d'union forcée et malheureuse, le 24 avril 1920, c'est la création de la Palestine mandataire. Sous le tutorat du Royaume-Uni, cela avait pour but d'instaurer, je cite, « un foyer national pour le peuple juif sur la base du lien historique existant entre le peuple juif avec la Palestine, dans le but de reconstruire leur foyer national dans ce pays. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine. » Apparemment, ça n'a pas très bien fonctionné, mais c'est sans doute pas de leur faute, les pauvres. Bref, le 24 avril, c'est aussi une très grande date pour nos camarades irlandais. C'est en effet le début de l'insurrection de Pâques 1916. Je vous recontextualise un peu le projet. Au commencement était le Verbe, puis le Verbe s'est fait chair. Et du coup, on a arrêté d'en acheter. Juste après ça, les Vikings envahissent l'Irlande et créent des villes-comptoirs, Dublin, Cork, etc. Puis ils sont très rapidement assimilés. À la fin du XIIe siècle, les Anglo entreprennent la conquête de la Belle-Île et après avoir affirmé leur domination, Henri VIII se déclare roi d'Irlande en 1541. Par la confiscation des terres, la persécution des catholiques et le remplacement de la population, l'Angleterre entend pérenniser sa suprématie. Quelques révoltes sont rapidement matées, comme celle de 1641 qui fut brisée par Cromwell. Un tiers, voire la moitié des Irlandais auraient été massacrés. Le nord du royaume fut aussi confisqué. Au lieu d'anéantir les fiers Celtes, cela ancra le sentiment anti-anglais. Le Parlement irlandais est même dissous en 1800 avec la création du Royaume-Uni. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, les Irlandais commencent à s'organiser. En 1848, le mouvement Jeune Irlande se rebelle. 10 ans plus tard est fondée l'Irish Republican Brotherhood, organisation révolutionnaire visant le soulèvement général. Puis la Home Rule League, dont le but est d'obtenir l'autonomie au sein du Royaume-Uni. Ce projet est même ratifié par le roi George V en 1914, mais repoussé à cause de la Première Guerre mondiale. C'est ainsi qu'en janvier 1916, l'IRB et la milice nationaliste des Irish Volunteers préparent l'insurrection. Malheureusement, le 20 avril, les 20 000 fusils fournis par le Reich, et ouais, tout est bon pour faire chier l'ennemi, sont saisis par la marine royale. La débâcle prend forme. Des ordres contradictoires pour stopper ou continuer le plan sont envoyés par les différents chefs. Malgré tout, le 24 avril, l'ordre d'assaut des principales places fortes est donné. Mais l'insurrection prend seulement à Dublin. C'est ainsi que le 24 avril est proclamé la Poblacht na Heichan, République d'Irlande, en français. Et ouais, on parle aussi le gaélique. Mais le peuple ne suivra jamais l'insurrection. Le 25 avril, l'Angleterre envoie 50 000 hommes, ainsi que 2 navires de guerre pour pilonner Dublin. Et finalement, le 29 avril, ayant perdu tout espoir, Patrick Pearse, président du gouvernement provisoire, signe la reddition sans condition. La cour martiale prononcera 90 sentences de mort, dont la plupart des chefs. Cet échec cuisant entraîna d'immondes répressions, qui elles-mêmes furent le terreau d'une prise de conscience populaire. 2 ans plus tard, le Sinn Féin remportait des élections législatives, et 30 ans plus tard, la République d'Irlande devenait officiellement indépendante.
Pour la petite histoire, lors du cinquantenaire de l'insurrection, une bombe détruisit une gigantesque statue de l'amiral Nelson qui trônait dans Dublin. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à la partager. Je vous retrouve demain. Et en attendant, je vous laisse sur la blague du jour. Tu sais que ton père, c'est un voleur? Pour mes yeux? Non, c'est parce que c'est Patrick Balkany.